Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui dans notre série de vidéos portant sur les clans de Vampire la Mascarade, nous allons parler du clan La Sombra. Donc, les La Sombra sont un des 14 clans officiels de Vampire la Mascarade 5e édition. Ce sont des créatures légèrement en dehors de la réalité. Les Vampires La Sombra sont censés triompher à tout prix. L'impitoyabilité, c'est un trait de caractère recherché chez leur progéniture qui rend, dans le fond, leur réputation de traître bien méritée. La plupart d'entre eux ne recherchent pas l'attention, préférant le rôle de marionnettistes puissants derrière le proverbial trône. Donc, pour une ombre, la fin justifie tous les moyens. Donc, les La Sombra ont rarement le temps pour les plus faibles, pensant que la seule façon de survivre, c'est d'exceller. La sympathie et la moralité, en fait, ne font que les ralentir et les empêcher, ou empêcher, en fait, leur inévitable ascension vers le pouvoir. Ils accueillent généralement ceux et celles qui se sont battus, oui, et qui ont vaincu contre toute attente, ceux qui ont survécu à des situations extrêmement dangereuses ou qui s'illustrent par l'excellence durant leur vie. Donc, leur choix d'enfant est orienté vers ceux qui sont aptes à quelque chose au-delà de la vie humaine. Le regard se porte surtout, et ça donne le ton au clan, vers les sociopathes, les déviants ou les survivants qui ont été vraiment marqués par leur expérience. Les La Sombra ont également tendance à s'appuyer fortement sur la religion organisée pour trouver leur enfant, mais ne cherchent pas nécessairement les âmes fidèles. Plutôt, le regard va se porter vers ceux qui ont accédé au pouvoir dans l'Église afin de combler un désir de contrôle, on pourrait dire, total. Les prêtres, les religieuses, les moines, les vicaires ou les rabbins qui ont utilisé leur congrégation comme un outil d'enfant pour renforcer leur pouvoir sont des candidats parfaits pour les La Sombra. On comprend vite que les La Sombra existent pour leur propre succès, se battent pour des victoires personnelles davantage qu'uniquement pour la couronne ou le trône sur lequel ils pourraient siéger. Sont prêts à tout sacrifier pour atteindre leurs objectifs. Les disciplines auxquelles les La Sombra ont accès naturellement, on pourrait dire, et l'utilisation qu'ils en font, sont premièrement la domination. Donc la domination est la raison pour laquelle ils sont capables d'écraser les volontés et d'ordonner l'obéissance autant d'autres vampires que des mortels, et l'utilisent sans hésitation pour pouvoir se nourrir, entre autres. Le pouvoir d'Oblivion, qui est un des seuls clans à pouvoir utiliser ce pouvoir-là, enrichit leur sang et leur permet de manipuler, de contrôler les ombres qui les entourent. Donc, ils peuvent se cacher dans les ombres ou carrément utiliser les ombres comme une arme. Finalement, la puissance est la raison pour laquelle certains vampires sont capables de démontrer des exploits de force phénoménale impossibles pour les hommes. Donc, les La Sombra ne l'utilisent généralement pas pour se nourrir, mais l'utilisent plutôt pour écraser leurs ennemis, en signe de respect. Donc, c'est une forme pour eux, une manière de se battre qui illustre le respect pour les ennemis plutôt qu'une une méthode utilisée pour les humains. Ils vont davantage utiliser la domination pour écraser les mortels. Le fléau du clan est l'image déformée. Donc, dans les réflexions des miroirs ou de tout objet, et dans les enregistrements, directs ou non, l'image des La Sombra semble déformée. Donc, ceux qui connaissent l'existence des vampires savent précisément ce qui se passe. Donc, ce qui met rapidement les La Sombra, en fait, à risque, parce qu'ils se font remarquer plus facilement à travers des objets, des enregistrements ou des appareils de surveillance. Mais d'autres personnes qui ne connaissent pas l'expérience des vampires vont quand même être confus. Ils vont savoir que quelque chose ne va pas. Ils vont peut-être l'associer au système, là, mais ils savent que quelque chose cloche lorsqu'ils voient l'espèce d'image déformée des La Sombra. Donc, ça ne cache pas pour autant l'identité des La Sombra. C'est pas comme une plus-value qu'on n'est pas capable de les reconnaître sur les enregistrements. Donc, ça les déforme pas assez pour qu'on soit pas capable de les reconnaître.
Mais c'est quand même aussi peu probable que les La Sombra soient plus souvent surveillés que d'autres vampires. Donc, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut utiliser à outrance contre eux. Là. Ils sont pas plus surveillés que n'importe qui d'autre. En plus, la technologie de communication moderne, qui inclut le fait de passer des appels téléphoniques, on s'entend, nécessite un test de technologie à difficulté +2. Ben, en fait, 2 plus la gravité du fléau, parce que les microphones ont autant de difficulté que les caméras à saisir, on pourrait dire, pas l'image, là, mais la voix de ces vampires. Donc, le tout système électronique, en fait, a beaucoup de difficulté à détecter les vampires, la Sombra. Donc, tous ces appareils-là se font également avec une pénalité égale à la gravité du fléau. La variante du fléau, parce qu'on s'entend que les appareils technologiques sont quand même partout, donc si on veut pas utiliser ça comme fléau pour les La Sombra, la variante, c'est l'insensibilité. Donc, chaque fois que vous effectuez un test de remords, donc quelqu'un a un La Sombra a fait une tâche sur son humanité, donc à chaque fois qu'on fait un test de remords, il faut retirer un nombre égal de dés, égal à la gravité du fléau. La réserve de dés peut pas être inférieure à 1, en fait, minimalement, il faut qu'il y ait un dé, mais quand même, tout remords est beaucoup plus difficile à avoir pour un La Sombra que les autres clans de vampires. La compulsion du clan pousse les La Sombra à être impitoyables. Donc, on voit encore ici la ligne directrice qui se trace dans le tempérament du clan. Donc, la prochaine fois qu'un vampire échoue à une action, il reçoit une pénalité de 2 dés à tous ses lancers jusqu'à une prochaine tentative de la même action, que la même action réussisse. Donc, le La Sombra va s'entêter à faire quelque chose et à recommencer jusqu'à temps qu'il réussisse. Donc, cette pénalité s'applique à toujours aux tentatives futures de la même action. Les archétypes d'individus qu'on retrouve dans le clan La Sombra, on retrouve premièrement le parasite religieux. Donc, c'est une personne qui a une congrégation religieuse qui va leur permettre d'accroître leur pouvoir et se cachant derrière leurs fidèles, qu'ils vont manipuler, les vrais croyants, tranquillement pas vite, vont les monter sur un piédestal. Donc, on trouve aussi les gagnants ambitieux. Donc, c'est ceux qui, durant leur vie humaine, se sont battus pour atteindre leur objectif et qu'ils réussissaient. Donc, il n'y avait pas nécessairement tout facilement, mais c'était des battants qui réussissaient en bout de ligne ce qu'ils faisaient. Donc, c'est des gens qui sont vraiment beaucoup déterminés, sont capables éventuellement de vaincre quiconque s'oppose à eux. Donc, ça peut être autant des sportifs que des gens dans le domaine des affaires que dans tout autre domaine, en fait. Donc, ça se traduit dans leur non-vie sensiblement par le même tempérament ou, sans être nécessairement toujours les plus brillants, c'est ceux que leur ambition, dans le fond, va toujours les mener et les maintenir à la tête du peloton. Au niveau de la culture, les La Sombra recherchent naturellement le pouvoir et l'autorité pour prouver qu'ils sont meilleurs que tous les autres, en fait. Donc, en conséquence, ils formaient la majorité ou la majeure partie des bureaux administratifs du sabbat. Les Tzimitché, qui étaient l'autre clan principal qu'on retrouvait dans le sabbat, étaient plus susceptibles d'être les prêtres de la meute, alors que les La Sombra se concentraient sur des questions pratiques d'administration et de leadership. Les La Sombra, donc, opèrent sous la métaphore des ombres. Donc, autant ils utilisent littéralement les ombres pour se mouvoir et pour attaquer, c'est aussi une métaphore pour eux dans la manière de fonctionner. Donc, ils ne se tiennent pas sous les projecteurs, ils préfèrent manipuler les autres à leur propre fin, mais faisant le moins possible, en fait, se faisant voir le moins possible pour ne pas devenir une cible. Donc, c'est pas fait uniquement par peur d'être une cible, mais parce que de nombreux La Sombra ont des personnalités dominatrices et qui aiment se sentir supérieurs, donc c'est presque une nécessité pour eux d'avoir quelqu'un sous eux qui obéisse à leurs ordres. Donc, être à l'arrière-plan et diriger ce que les autres font leur convient très bien. Ce rôle-là, en fait, est souvent occupé par les mortels. Donc, bien que les La Sombra ne manipulent pas aussi bien le monde des vivants que les Ventrus, les sociétés qui vénèrent encore beaucoup l'Église catholique ont souvent plusieurs génération, on pourrait dire, de La Sombra en leur sein, qui tirent les ficelles.
ceux qui se retrouvent sous le contrôle aussi d'un Lasombra peuvent s'attendre à une expérience exigeante, difficile, et souvent très ingrate. Les Lasombra vont utiliser des outils, en fait tous les outils disponibles pour garantir la loyauté, que ça soit le lien de sang, que ça soit la coercition, l'intimidation physique, l'utilisation sans vergogne de la domination. Donc, ils ont très peu, voire aucun respect pour les mortels. Un Lasombra un peu plus sage va juger à quel point la force est nécessaire. On s'entend, trop peu et le serviteur est pas digne de confiance, mais trop de force va faire que le serviteur va devenir veule. Il a peur d'agir quand le besoin d'agir est là. Maintenant, séparés de l'organisation du sabbat, les Lasombra maintiennent une organisation spécifique, au clan, qui s'appelle les Amis de la Nuit. Donc, les Amis constituent en quelque sorte un réseau de faveurs formelles au sein du clan Lasombra. Ils accordent des prestiges, des prestations aussi, mais la caractéristique la plus notable de ce réseau-là, c'est vraiment la cour du sang qui va réglementer, je veux dire légiférer, là, mais qui va réglementer la diablerie. Donc les Lasombra, sont un clan sont animés par l'ambition et par conséquent, ils acceptent la diablerie comme étant une facette nécessaire de leur existence. Donc, du point de vue d'un Lasombra, la seule tragédie de la diablerie, c'est qu'un vampire aussi indigne que celui qui meurt a été engendré en premier lieu. Les tribunaux, donc la Cour du sang, va réglementer la diablerie en acceptant les pétitions, les demandes pour diaboliser un autre Lasombra et autoriser les chasses. Donc les chasses sont généralement soumises à des conditions pour que la cible soit... où la cible doit être coupable, en fait, de quelque chose avant que la chasse ne soit autorisée. Donc c'est pas simplement parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'une chasse va s'ouvrir et qu'on a le droit de la tuer, en fait, diableriser. Dans les nuits modernes, on ne sait pas vraiment encore comment cette pratique va survivre, considérant que les Lasombra cherchent à entrer dans la Camarilla, où la diablerie est à toute fin interdite ou presque. Donc, c'est dans de très rares cas qu'elle va être permise, là. Mais c'est vraiment une pratique qui est extrêmement mal vue, alors qu'elle est plutôt commune chez les Lasombra. Donc, c'est à voir ici dans vos parties ou dans les suites des mythes et traditions qui vont sortir de World of Darkness, qu'est-ce qu'ils en font. Donc, les Lasombra sont des créatures forcément prédatrices, on s'entend. Leur état d'esprit est vraiment défini par une étreinte des ténèbres elle-même. Les Lasombra croient fermement que le pouvoir est mieux détenu par les plus méritants et que le principal test de dignité consiste à acquérir le pouvoir. En conséquence, ils sont des prédateurs, des traîtres, avides de pouvoir, arrogants, sans vergogne quant à leur position. Il est inutile de dire que les Lasombra et les Ventrus se méprisent les uns les autres. Historiquement, les deux clans ont cherché des dominations relativement parallèles. Donc, les Lasombra se sont concentrés sur la Méditerranée, les Ventrus sur l'Allemagne. Les Lasombra se sont dirigés vers l'Église avec un grand E, et les Ventrus, eux autres, c'était l'État. Donc, les rois étaient Ventrus, mais les pourtours de l'Église catholique et les cardinaux étaient des Lasombra. Les Lasombra allaient au sabbat, les Ventrus se sont dirigés vers la Camarilla. Avec la défection des Lasombra du sabbat, justement, les Ventrus se réjouissent maintenant à l'idée de gouverner, de régner sur un clan contre lesquels ils se sont battus depuis carrément des siècles. Les Lasombra eux-mêmes voient ça quand même comme une opportunité de retourner l'arrogance des Ventrus contre eux. Donc, ils deviennent des conseillers, des gardes du corps, des régents, des princes Ventrus. Ils ont détrôné les Trémères qui ont été affaiblis grâce à cause de la Seconde Inquisition. Et vont mépriser carrément les toréadors qui sont en général sous-évalués dans la Camarilla. Donc, ils vont pas directement menacer le sceptre des rois, ils vont pas chercher à détrôner les Ventrus. Les Lasombra savent qu'il n'est pas nécessaire de s'asseoir sur le trône
pour contrôler le royaume. Enfin, il faut quand même glisser quelques mots sur l'impact qu'a la perte du visage là, des Lasombra, donc tout ce qui est en lien au fait qu'ils ne peuvent plus se voir, qu'ils n'ont plus de reflets, ne se voient pas dans le miroir, ne peuvent pas se voir en photo, donc pour certains, ils ne se sont pas vus eux-mêmes depuis des siècles. Donc la faiblesse du clan fait qu'il est impossible pour un Lasombra carrément de revoir sa propre image. Les miroirs, les photographies, les autres supports, tout ce qui pourrait refléter une image, en fait, échoue. Et les Lasombra vont réagir à ce problème-là de différentes façons. La culture du clan met fortement l'accent sur le fait de ne pas réagir de manière excessive à ce problème-là. Donc, il est généralement acceptable, oui, de s'asseoir pour un portrait à toutes les quelques années. Donc, avoir un portrait de nous pour rafraîchir notre image. Mais les réactions extrêmes, par exemple, embaucher un Timiché pour sculpter une goule à son image, c'est considéré comme une violation, oui, du bon goût, et ça peut même être un motif à la diablerie. Au niveau de l'étreinte, comme tous les autres clans, en fait, les sires Lasombra cherchent des candidats qui partagent les mêmes idéaux qu'eux. Donc, ils n'ont pas de temps pour la faiblesse. Ils estiment que le seul moyen de survivre, c'est d'exceller. Donc, il faut se débarrasser des pièges de la sympathie, la moralité aussi, et de trop. Donc, tout ça pourrait ralentir, en fait, l'ascension d'un Lasombra. Ceux qui luttent contre toute attente, ceux qui survivent à des situations extrêmement dangereuses, qui existent au sommet de l'excellence, peu importe le domaine, attire les yeux des Lasombra. Les sociopathes, ceux qui sont dans la contre-culture, les déviants, les survivants, sont tous un attrait pour les Lasombra. Donc, quiconque peut dire qu'il a vu l'obscurité de l'autre côté et qu'il en est revenu plus fort est un candidat potentiel pour le clan. Beaucoup deviennent des vampires obsédés aussi par l'accumulation de pouvoir social, sont prêts à induire en erreur et utiliser les mortels pour s'élever. Donc, les Lasombra sont très peu portés sur l'honneur quand vient le temps d'accéder à ce dit pouvoir. Lorsqu'un Lasombra trouve un mortel qui semble détenir le potentiel de grandeur pour un vampire qu'ils aimeraient voir naître, il est courant que le sire décide de tester le mortel pour voir s'il va se montrer à la hauteur. Donc, les tests vont donner l'impression à la victime que sa vie s'effondre, carrément. Elle perd son emploi, perd des opportunités, s'éloigne de sa famille et de ses amis. Ça se peut qu'elle subisse de graves dommages physiques, aussi aux mains du monstre. Ce qui compte, c'est la manière dont la victime va réagir. Si elle devient plus forte ou finalement elle se révèle comme quelqu'un de pitoyable puis que le vampire va probablement tuer ou simplement abandonner. Donc, c'est ce qui décide s'ils sont laissés dans les ruines qui est maintenant devenue leur vie ou s'ils sont amenés dans la nuit et dans le clan des Lasombra. Donc, dans la société mortelle, le domaine d'influence le plus célèbre des Lasombra est l'Église, principalement l'Église catholique. Donc, de nombreux membres plus jeunes ne connaissent pas ou n'ont pas encore adopté la stratégie religieuse, mais la méthode du clan de la nuit là, s'est avérée efficace à travers l'histoire. Ils peuvent peut-être pas élire un pape, ni influencer la doctrine à très grande échelle, mais ils peuvent accéder aux dossiers secrets du Vatican, faire fonctionner les institutions religieuses comme leurs yeux et leurs oreilles, ou même manipuler le corps religieux à l'échelle locale. Donc, ça s'avère encore efficace dans le Nouveau Monde de nos jours en Amérique, compte tenu de la domination de l'Église catholique en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi que le nombre d'églises protestantes en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, et la forte remontée aussi de l'importance de l'Église chez nos cousins de l'oncle Sam. La plupart des Lasombra utilisent l'Église pour le pouvoir et non pas pour des fins de spiritualité. Et même les anciens du clan considèrent que cette méthode-là reste la meilleure. Les églises peuvent être utilisées comme refuge aussi
par les membres du clan, où ils vont dormir durant la journée. Les congrégations peuvent être transformées en troupeaux de poupées de sang que les vampires vont utiliser pour s'alimenter. Les prêtres peuvent être transformés en serviteurs aussi pour servir la volonté des La Sombra. Donc le talent des La Sombra pour se cacher derrière les institutions religieuses et commettre des actes horribles dans le noir est vraiment légendaire dans le monde des vampires. Tous les La Sombra ne sont pas attirés pour autant par l'Église. Il y en a qui occupent d'autres domaines, domaines médiatiques, entre autres. Tant que les La Sombra se sentent capables de courtiser l'influence et le pouvoir et finalement triompher pour prouver leur supériorité, ils vont emprunter cette voie-là, ils vont essayer d'intégrer ce domaine-là en général. Donc, c'est pourquoi certains La Sombra laïcs sont des êtres qui sont au sommet de leur domaine et continuent de le faire dans la non-vie, même à l'extérieur, on s'entend, de l'Église catholique. Les La Sombra ont une relation quand même particulière avec les ghouls. Donc, de nombreux La Sombra détestent passionnément l'idée d'avoir une ghoul. Pour eux, un mortel dans le monde des vampires, c'est aussi absurde qu'un caniche en tutu qui marche sur deux pattes, là. Donc, en raison de leur maîtrise, de la puissance et de la domination, pour eux, les mortels sont extrêmement faciles à manipuler, à la fois physiquement et mentalement. Donc, la question est de savoir comment les membres du clan pourraient valoriser ou avoir le moindrement d'estime pour des choses aussi pathétiquement faciles à manipuler. En conséquence, la ghoul d'un La Sombra est en général misérable, timide, va vivre dans la peur, voire la terreur qu'une seule erreur, en fait, va mettre fin à ses jours. Toutefois, on s'entend, le fléau des La Sombra fait que les ghouls sont une réalité dans leur non-vie, dans le fond, là. Peu de La Sombra peuvent éviter d'avoir des ghouls dans un but ou un autre, là. Donc, ils doivent souvent s'armer de un ou plusieurs ghouls autour d'eux. Ce qui est, je dirais, encore plus malheureux pour les pauvres humains qui sont transformés en ghouls d'un La Sombra. Donc, les ghouls des La Sombra ont tendance à se diviser en deux catégories. Les premiers, c'est un groupe plus de comptables, des avocats, des banquiers qui vont gérer, maintenir les finances à flot des La Sombra parce qu'ils peuvent pas utiliser d'ordinateur. Donc, c'est probablement les plus chanceux des deux groupes. Tant que les comptes balancent à la fin de la journée, leur vie est sauve, là, est relativement en sécurité. Le deuxième groupe répond davantage aux difficultés des La Sombra avec la technologie, oui, mais aussi leur propre image. Donc, certains La Sombra ont carrément une armée de serviteurs personnels. Des dizaines de ghouls pour les coiffer, les maquiller, les habiller, s'occuper de leur correspondance aussi. Ces préposés sont sévèrement punis en cas d'infraction. Par exemple, si les cheveux ne sont pas brossés exactement avec 100 coups de brosse, la ghoul pourrait se retrouver du mauvais côté de la brosse à cheveux et que sa vie se termine à ce moment-là. Donc, certains La Sombra aussi développent des fixations mentales à cause de leur malédiction et forcent les ghouls à partager leur image déformée. Donc, ça peut, par exemple, être qu'ils vont mutiler leur ghoul jusqu'à temps que le visage soit comme une espèce de toile d'araignée faite de cicatrices, ou, moins pire, forcer toute leur ghoul à porter un masque sans traits, donc un masque blanc sans traits, sans individualité. Dans la société vampirique, en raison de la dissolution du sabbat, les anciens du clan ont réalisé en fait qu'ils étaient menacés aussi par la croisade du sabbat. Le corps principal du clan a fait des démarches politiques auprès de la Camarilla pour être admis. Donc cette idée de rejoindre la Camarilla était pas seulement soutenue par les anciens, certains membres plus jeunes voyaient ça aussi d'un bon œil. C'était une opportunité supplémentaire pour eux d'accéder à du pouvoir. Et aussi le fait que dans le sabbat, dans le fond, il y avait un partage du sang qui faisait que tout le monde était lié les uns aux autres, ce qui n'est plus le cas maintenant à l'extérieur de cette secte-là. Donc, n'étant plus obligés d'être liés les uns aux autres, comme le faisait le sabbat avec les meutes, ils sont plus non plus à une directive du prêtre de être utilisés simplement et uniquement comme combattants pour une grande guerre dans laquelle il y avait peu d'intérêt.
Donc, les La Sombra ont fait des rencontres diplomatiques partout, dans presque toutes les villes, afin de pouvoir intégrer la Camarilla. Donc, l'introduction des La Sombra, c'est pas fait sans coût, on s'entend. Certaines villes ayant différents types d'exigences. Certains domaines peuvent demander un moratoire pour que les La Sombra puissent pas détenir de titres, limiter le nombre de membres du clan dans une ville donnée, empêcher de faire des liens de sang, ou même carrément demander à un ancien du clan un sacrifice, ou en fait de se sacrifier lui-même pour pouvoir permettre à des plus jeunes d'entrer dans la Camarilla. Et je dirais que ça, c'est un critère qui revient quand même fréquemment. Donc, un ancien du clan doit mourir pour permettre au clan d'intégrer la Camarilla. Donc, les vampires considèrent maintenant les La Sombra comme ayant une loyauté inconstante après avoir quitté le sabbat, mais le clan, en fait, est prêt à prouver sa valeur en termes de stratège impitoyable. Donc, dans les domaines où ils sont autorisés à détenir des titres, donc aider, on pourrait dire, le prince ou servir de conseiller, ils ont réalisé des progrès très rapides, à la fois à cause de leur besoin de triompher carrément, et de l'état actuel aussi de la Camarilla, qui est un peu affaibli pour différentes raisons. Donc, la fracture du clan Trémire, qui a été pas décimée, là, mais qui était vraiment affaiblie par la Seconde Inquisition, a offert une brèche dans laquelle autant les Banu Hakim que les La Sombra se disputent l'entrée. Dans certains domaines, leur ascension est devenue possible aussi parce que les princes ventrus aiment avoir l'impression de dominer, de régner sur les La Sombra. Donc, en les plaçant comme conseillers ou garde-du-corps personnels, ça leur donne l'impression d'avoir l'ascendant sur eux. Alors que on s'entend que les La Sombra voient ça plutôt du côté inverse. Donc, cet acte-là, premièrement, l'entrée des La Sombra, mais ensuite la montée rapide du clan a créé beaucoup de mécontentement auprès des toréadors, étant un rival plutôt direct pour ces différents postes-là, et aussi parce qu'ils sont vraiment ignorés par le clan des La Sombra, par les nouveaux venus, alors que ce sont carrément des fondateurs de la Camarilla. De nombreux membres du clan des La Sombra sont en guerre aussi contre les uns contre les autres. Donc, pour pouvoir décrocher des titres, ils cherchent à déjouer leur ennemi. En fait, n'importe qui est sur ton chemin, de ton clan ou non, est un ennemi pour La Sombra. Donc, sont prêts à déjouer n'importe qui pour réussir. Il existe des parallèles aussi à faire avec les ventrus. En termes de l'importance du pouvoir, mais le pouvoir, c'est juste on pourrait dire un sous-produit du besoin chez les La Sombra. Leur besoin, c'est de triompher et d'être au sommet, beaucoup plus que le pouvoir en tant que tel ou en lui-même. Donc, beaucoup sont conscients de la pression exercée par leur sang et de la retenue qu'ils ont besoin aussi, parce qu'ils peuvent être très violents dans ce désir de triompher-là. Donc, bien qu'ils pourraient carrément devenir des bêtes sauvages, faisant tout pour gagner. Donc, ils choisissent généralement d'adopter une approche plus calculée, plus sûre que simplement libérer la bête. Donc, avec les nuits qui sont maintenant remplies, on pourrait dire, de surveillance avec la Seconde Inquisition, et il y a l'œil méfiant encore de la Camarilla, on s'entend. Les La Sombra doivent s'adapter pour survivre. Donc, être moins féroces, être moins violents qu'ils l'étaient auparavant dans le sabbat. Dans les coteries, les La Sombra sont connus pour être impitoyablement efficaces. Ils font généralement pas de demi-mesure quand vient le temps de chercher à réussir. Donc, ça en fait quand même d'excellents alliés. On peut se tromper en pensant que les La Sombra considèrent les autres membres de la coterie simplement comme des outils. Mais ils voient plutôt les membres comme ayant une obligation les uns envers les autres. Ils connaissent la valeur de la coopération collective et l'utilité de célébrer les victoires. Donc, ils excellent généralement dans les coteries où l'espionnage, oui, est primordial. Au niveau des différences entre les factions, les La Sombra de la Camarilla, sont les membres du clan qui ont décidé de changer de camp, quitter le sabbat pour la Camarilla en raison des opportunités qui s'offraient à eux. Donc, ils voient en la Camarilla une organisation puissante qui dirige désormais la société vampirique sans grande contestation.
Donc pour eux, une opportunité par excellence. De nombreux Lasombra se moquent carrément des anarques. Bien qu'ils veulent se libérer du contrôle des aînés, les Lasombra veulent gouverner une hiérarchie. Ils veulent pas s'en débarrasser. Donc, ils préfèrent se joindre au clan et à la Camarilla plutôt que de devenir anarques et de, dans leurs mots, coucher avec les chiens. Donc, maintenant, on pourrait dire que la moitié du clan est restée dans le sabbat, qui est un peu dispersé partout ou parti à la Guéhenne, et le reste est principalement dans la Camarilla. Ça fait le tour du clan Lasombra, le clan des ombres, clan qui est tout récemment entré dans la Camarilla. Donc, pour ceux qui ne jouaient pas des parties dans le sabbat, c'est une nouvelle opportunité, on pourrait dire, de jouer. Encore là, est-ce que vous préfériez jouer vos parties dans le sabbat auparavant? Est-ce que vous connaissez bien les Lasombra? Parlez-moi en commentaire, vous le savez, ça me fait tout le temps plaisir. Et sinon, ben, on se rejoint la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un autre clan de vampires. D'ici là, si vous avez aimé ces vidéos-là, un petit pouce en l'air, c'est encourageant. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez voir les vidéos une semaine à l'avance, vous pouvez venir faire un petit tour sur Patreon, nous encourager avec quelques pièces de monnaie pour avoir toutes nos vidéos, comme j'ai dit, une semaine à l'avance. Donc sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Bye!